Salam à tous, je suis le professeur Khaled. Je vais vous présenter le deuxième cours de néphrologie réservé aux externes 5e année, module néphro, qui va parler sur les fonctions néphroniques. J'ai dessiné donc un néphron et tout à côté de lui une machine d'épuration extra-rénale qui pourrait, bon, peut-être, avec la nouvelle technologie, c'est une machine qui pourra ressembler ou avoir les mêmes fonctions similaires que le néphron. Eh bien, on commence. Le plan de ma question, on va parler de filtration glomérulaire, bien sûr. On va parler de fonction tubulaire, de réabsorption, de sécrétion et d'excrétion, bien sûr. Et on va terminer par les fonctions endocrines. Le rein est un acteur incontournable dans la sécrétion de certaines hormones qui régulent des fonctions importantes telles que la pression artérielle, telles que la fabrication, la maturation de globules rouges, etc. Donc, la constitution de l'urine primitive. Donc, elle dépend donc surtout, c'est un plasma, voilà, il faut dire c'est du plasma, sans l'albumine. C'est vrai qu'on peut avoir un petit peu de protéines, mais cette dernière est réabsorbée au niveau tubulaire. Elle peut passer par le filtre glomérulaire, mais cette dernière est réabsorbée au niveau tubulaire. Donc, la filtration des molécules est triplement sélective. Elle dépend de la taille, de la charge, la taille veut dire le poids moléculaire, la charge et le gradient de pression. D'accord? Donc, le filtre glomérulaire, c'est du plasma sans protéines. Donc, la filtration glomérulaire, ou le débit de filtration glomérulaire, il dépend de deux déterminants. Il dépend du KF qui est un coefficient de perméabilité de la barrière glomérulaire, et il dépend d'une force motrice de pression de part et d'autre de la barrière. C'est la loi de Stirling, c'est la pression d'ultrafiltration. Donc, KF, qui est le coefficient de filtration, c'est une valeur globalement constante. Il dépend surtout du coefficient de perméabilité de cette barrière et de sa surface de filtration. Par contre, la pression d'ultrafiltration, c'est une valeur qui est très variable. Elle va dépendre plutôt de la pression hydrostatique de part et d'autre de cette membrane, et il va dépendre aussi des résistances vasculaires de part et d'autre de ce glomérule, c'est-à-dire les résistances de l'artériole afférente et de l'artériole. Donc la filtration glomérulaire dépend d'un coefficient de filtration multiplié par la pression d'ultrafiltration. Quand ce coefficient d'ultrafiltration ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est plutôt la pression d'ultrafiltration. Elle dépendra d'une pression hydrostatique, donc qui est généralement égale à 60 mm de mercure, ce que vous voyez en vert, donc en flèche verte. Et la pression oncotique dans cette région, elle est négative, puisqu'elle est entre 21 et 33 mm. Les protéines ne passent pas et resteront au niveau du capillaire glomérulaire, ce qui permet donc d'aspirer après, de réabsorber après le fluide urinaire au niveau des capillaires péritubulaires, au niveau du tubule. La pression ultrafiltration, elle est tellement minime, puisqu'elle permet de déverser les urines au niveau du capillaire, donc enfin, au niveau de la capsule de Bowman et au niveau du tube proximal. Donc elle est très faible, environ 10 mm de mercure. Elle permet de déverser plus facilement les urines. Donc on arrive à la différence donc, hydrostatique entre le capillaire glomérulaire et le capillaire urinaire, qui généralement doit être égal à 35 mm de mercure. En dessous de ces pressions, donc quand les pressions donc, elles baissent, donc il y a anurie. Donc, et ce qui va jouer encore plus,
c'est plutôt la pression de l'artériole moyenne, la pression hydrostatique capillaire et les deux résistances artériolaires de part et d'autre du capillaire glomérulaire. Il faut savoir que le débit sanguin rénal, il dépend de la pression glomérulaire et des résistances, tout simplement. Donc, tout ce qui est pression oncotique, etc., et coefficient d'ultrafiltration, ça ne dépend pas vraiment. Donc, les deux phénomènes, le rein ou le glomérule, il va lutter, le glomérule, il va lutter pour garder une pression de filtration correcte. Donc, il va agir plutôt sur tout va dépendre de la pression glomérulaire et des résistances. Au cas où il y a une diminution de la pression au niveau de la pression artérielle moyenne, il y a donc diminution du débit sanguin rénal. Qu'est-ce qu'il va faire le rein? Il va aller agir au niveau des artérioles afférentes et efférentes pour augmenter la pression intraglomérulaire et pour que la filtration glomérulaire se fasse. Donc, quand on a une diminution, on va s'expliquer. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a le tonus myogénique. C'est quoi ce tonus myogénique? Dès qu'il y a une augmentation de la pression artérielle, il y a aussi une augmentation de la pression intraluminale au niveau de l'artériole afférente. Il y a une libération, donc il y a une contraction de la cellule musculaire lisse qui est calcium dépendante et donc réflexe de l'artériole afférente et de faire une vasoconstriction. Le deuxième phénomène, c'est le rétrocontrôle tubuloglomérulaire. Dès qu'il y a une augmentation de la pression artérielle, il y a une augmentation de la pression intraglomérulaire et augmentation donc du DFG. Il y a une augmentation aussi du NaCl qui se retrouve au niveau du tube distal, donc augmentation des résistances et libération au niveau des cellules de la macula densa de rénine. Aussi, il y a une libération de rénine par le biais des barorécepteurs, des barorécepteurs de l'artériole afférente. Dès qu'il y a une augmentation de la pression à ce niveau-là, ces barorécepteurs, donc il y a une transmission à ces cellules, à des cellules granulaires au niveau de l'artériole afférente qui vont éliminer la rénine aussi. Il y a l'élimination de la rénine au niveau du mésangium qui vont aller faire une vasoconstriction et donc faire augmenter la pression intraglomérulaire. Et quand la pression artérielle elle baisse, il y a une diminution du débit et de la pression glomérulaire, donc diminution du DFG, et il y a la concentration, les osmorécepteurs des cellules de la macula densa, ils vont sentir qu'il y a une diminution de ce débit au niveau de débit de NaCl au niveau du tube distal, donc il y a une diminution des résistances artérielles et retour du DFG à la valeur de l'autorégulation. Donc, entre des pressions artérielles entre 180 et 8 mm de mercure, donc la régulation, elle se fait dans la vasoconstriction ou dans la vasodilatation, c'est-à-dire dans l'augmentation des résistances ou dans la diminution des résistances pour garder une pression artérielle intraglomérulaire de 30 mm de mercure. Au-delà, bien sûr, il y a une anurie ou une insuffisance rénale aiguë. Alors, l'excrétion veut dire filtration, moins ce qui a été réabsorbé, plus réabsorbé dans tout ce qui est bien, en eau et en électrolytes, et plus la sécrétion, c'est-à-dire ce qui va être éliminé. Et là, on va éliminer les urines définitives. Alors, le cœur pompe environ 5 litres par minute de sang. Ne va rentrer au niveau des artères rénales que 20%, c'est-à-dire 1000 millilitres de sang. Mais les éléments, en enlevant les éléments figurés, les 40%, ne va rentrer que 600 millilitres de plasma par minute. La filtration glomérulaire se fait sans oxygène, donc environ 180 litres de plasma est filtré par jour. Et les 180 litres qui rentrent dans au niveau de la capsule de Bowman, où est-ce qu'ils vont? Tout va être, 99 vont être réabsorbés. Et qui c'est qui fait ce rôle? C'est les tubules. Donc, les 80%
vont repasser au niveau de la circulation de l'artériole efférente vers les autres organes. Et 1% est excrété, c'est-à-dire des 180 litres, 1% est excrété par le biais de la diurèse. Donc on se répète, fort débit sanguin de 1 litre par minute, 10 fois le débit sanguin cérébral ou coronaire par gramme de tissu, faible consommation d'oxygène, 8 fois moins que le cœur, donc on n'est pas très consommateur, hein. 4 fois moins que le cerveau, donc le travail est fait avec la moindre de l'énergie. Le débit de filtration gloméré, on a dit 120 ml par minute, 180, le rein génère 180 litres d'urine primitive par jour, donc le rein il filtre 100 fois, 60 fois le volume plasmatique et on élimine 1,5 litre d'urine définitive. Donc après la filtration, on va passer à la réabsorption et la sécrétion par le biais qui est le rôle des tubules. Il faut connaître par cœur le nom des tubules parce que chacune a un rôle spécifique et avec des mouvements de fonctionnalité spécifiques. Il faut savoir que la réabsorption, c'est le transfert du tube vers le sang, la sécrétion, donc on se répète. Le transfert, il se fait grâce à deux phénomènes. Un phénomène passif et un phénomène actif. Le phénomène passif passe par les mouvements d'eau, donc c'est une fonction par gradient osmotique via l'eau, et le mouvement de soluté en fonction d'un gradient de concentration, et c'est surtout le sodium. Donc le sodium et l'eau, ils passent en même temps. Donc ils sont en mèche, et c'est le sodium et l'eau qui font tout le travail par leur biais. Hein. Donc on parle des phénomènes passifs. Maintenant les phénomènes actifs, ils sont là, donc ils fonctionnent grâce à des pompes, grâce à des gradients électrochimiques qui nécessitent de l'énergie. Chaque segment du tubule est spécialisé dans le raffinage de l'urine primitive. Donc la traversée tubulaire, donc on va donner comme exemple le sodium, pour vous montrer juste que le sodium, on a donné cet exemple, c'est pas pour rien, c'est pour dire que le sodium, c'est lui le plus grand transporteur sur le plan ionique, avec l'eau bien sûr. Il faut savoir que environ 1,5 kg de sodium qui est généré, qui traverse les tubules en 24 heures. Donc il est là au niveau du filtrat glomérulaire pour assurer tous les transports au niveau des différents types de tubules. Il faut savoir que la charge filtrée en sodium est d'environ 25 000 équivalents par jour. 65% est réabsorbé au niveau du tube proximal et 25% au niveau de la branche ascendante de la lait, 6 à 8% au niveau distal et 1 à 3% au niveau du tube collecteur. Donc, c'est lui qui va transporter la plupart des nutriments et la plupart des nutriments qu'on a besoin, du glucose, des acides aminés, tous les nutriments, c'est le sodium qui va les réabsorber, donc du pôle apical au pôle basal, et qui vont être réabsorbés par les capillaires péritubulaires, et on va avoir une réabsorption très vite entre 0,1 et 1% au niveau de l'excrétion, c'est au niveau des urines. Alors, le tube contourné proximal, c'est le plus actif de tous les segments du néphron, puisque la plus grande quantité de réabsorption, elle se fait à ce niveau-là. D'abord, 65% de l'eau filtrée est réabsorbée à ce niveau selon un gradient isoosmotique. Donc, c'est une réabsorption obligatoire. Il y a des transports donc passifs, tels que la réabsorption donc, de potassium d'environ 65% et la diffusion aussi passive de 50% de chlore. Par contre, il existe donc un transport donc, qui est actif via une ATP, via donc, un cotransporteur sodium. Je vais vous expliquer selon un gradient isoélectrique. Il faut savoir qu'il y a au niveau des capillaires péritubulaires une enzyme NAK-ATPase qui va réabsorber le sodium.
du coup, contre 2 molécules de potassium. Du coup, le taux de sodium, il est bas dans la cellule, ce qui va attracter la cellule à réabsorber encore du sodium par le biais d'un cotransporteur. Il s'agit donc du glucose, donc il y a une réabsorption de 100% du glucose, des acides aminés, des vitamines, 90% au niveau plutôt du bicarbonate, qui est absorbé donc par le biais donc, du sodium et par le biais des cotransporteurs. Donc cette réabsorption elle est active vu qu'il y a elle est isoélectrique et elle se fait selon un gradient de taux maximal de réabsorption. On va parler de ça. C'est-à-dire que dès qu'un taux maximum de réabsorption de cette substance il est arrivé, donc le, la quantité, le nombre généralement, ce que je voulais dire, c'est qu'en général, il y a une limite. C'est-à-dire le nombre de transporteurs actifs est limite. Pour le glucose, c'est 16 millimoles par litre. C'est-à-dire, il peut réabsorber que 16 millimoles par litre. C'est-à-dire, pas plus de 1,3 g par litre. Dès que ce taux de 1,3 g par litre est atteint, il y a une glucosurie. Donc, il y a même le bicarbonate, dès qu'on arrive à 27 millimoles par litre, le reste il est transformé d'une autre manière. C'est-à-dire, il est transformé donc en liaison avec l'anhydrase carbonique via un CO2, etc. Même les vitamines, etc. Donc, le surplus est éliminé. D'accord? Donc, la réabsorption, donc, elle est plutôt active via un gradient électrique. Passant. Et à ce niveau-là, cette réabsorption du sodium dans le tube contourné distal, elle s'effectue via un cotransporteur électroneutre sodium-chlore. Donc, il n'y a pas d'entrée d'eau au niveau du tube contourné distal. S'il y a une entrée donc d'eau, ça va être quelque chose qui va être donc généré via une sécrétion d'ADH et d'aldostérone. D'accord? Très bien. Donc, à la fin, donc, et à ce niveau-là, avant que je l'oublie, il y a ce cotransporteur NA-chlore, il est inhibé par les diurétiques thiazidiques.
Donc, ils éliminent un sodium. Et par contre, le potassium, il va rester élevé dans le sang. Donc, ce sont des diurétiques hyperkaliémiens. Donc, au niveau du tube collecteur, c'est une zone d'ajustement et de fonction d'homéostasie qui est aussi régulatrice par le biais de certaines hormones. Donc, il y a une concentration donc, de l'eau, il y a une réabsorption de H+, surtout donc, d'H+, de potassium et de sodium via un cotransporteur qui s'appelle ENaC. Donc, via la sécrétion d'aldostérone. Donc, l'aldostérone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réabsorber le sodium et éliminer le potassium. Dans cette zone-là, il y a généralement quand on a un syndrome néphrotique, donc on donne des anti-aldostérone qui vont aller bloquer cet ENaC. D'accord? Donc, et il va provoquer donc une élimination du sodium. Par contre, le potassium va rester élevé dans le sang. C'est la même chose qu'au niveau du tube contourné distal. C'est des diurétiques qui sont hyperkaliémiens. D'accord? Donc, voilà. Donc, la réabsorption de l'eau. Donc, qu'est-ce qui va arriver au niveau des urines définitives? On va arriver à une très très faible quantité, entre 0 à 1% de sodium. Donc, tout le sodium va être réabsorbé et on aura une très très faible quantité de sodium à ce niveau-là. Et on a commencé, rappelez-vous, à 25 000 mecs de sodium au niveau du tube contourné après la filtration glomérulaire. Donc le sodium et l'eau assurent toute la réabsorption et on aura une élimination de 1,5 litre, voire 2 litres par jour après avoir commencé une filtration de 180 litres de sang. D'accord? Donc l'ADH aussi, elle a un rôle très important dans la réabsorption d'eau, donc c'est toujours une régulation hormonale. Donc la réabsorption d'eau se fait par les aquaporines 3, alors qu'ils étaient assurés par l'aquaporine 1 au niveau du tube de la branche descendante de l'anse de Halley. Donc cette réabsorption d'eau, aussi quand on est en hypovolémie, et que les reins fonctionnent, généralement c'est dans les insuffisances rénales fonctionnelles, l'eau est réabsorbée par l'hormone antidiurétique et l'urée est aussi réabsorbée via des cotransporteurs UT1 et UT2. D'accord? Donc la traversée tubulaire, donc en résumé, le tube contourné proximal s'occupe de la réabsorption de eau, de glucose, de bicarbonate, d'acide aminé et de phosphate selon qu'elle soit saturable. Donc je pense que j'avais omis ça. Donc le glucose, s'il est supérieur dans le filtrat, dans les urines primitives supérieures à 1,3 g, et ben ça ne va pas être réabsorbé, il y aura une glucosurie. Aussi, si on arrive à plus de 27 mEq, c'est saturable, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à une osmolarité de cet ion bien équilibré, l'excédent va être éliminé. D'accord? Et ça me revient, donc quand il y a une anomalie de ce tube contourné proximal, il y aura une glucosurie, il y aura une acidurie, il y aura une aminoacidurie, il y aura une hyperphosphaturie, une hypernatriurèse, une hyperkaliurèse, etc. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Fanconi. Dans le lance de Halley, donc c'est une réabsorption active de sodium au niveau de la branche ascendante de Halley. Et au niveau de la branche descendante de Halley, c'est le phénomène de concentration-dilution. C'est un phénomène purement osmotique qui va servir à concentrer ou à diluer les urines. Au niveau du tube contourné distal et collecteur, c'est une réabsorption qui est qui dépend de l'hormone. Donc elle concentre l'urine jusqu'à 60 milliosmoles avec sécrétion de potassium, acidification de l'urine, réabsorption de sodium. Là, c'est la cible au niveau du distal et du collecteur, cible des diurétiques thiazidiques et des antialdostérones qui sont épargneurs de potassium.
La quatrième fonction du néphron, c'est l'épuration ou l'élimination des déchets. D'abord, c'est des déchets du métabolisme et du catabolisme, des protéines, des acides nucléiques, de la créatine musculaire, de l'hémoglobine, et aussi l'élimination des xénobiotiques, c'est-à-dire les additifs alimentaires, les pesticides, les médicaments, et voire même les toxiques, hein, tels que le mercure, le plomb, etc. Alors, le rôle du rein. Il n'y a pas que l'élimination des toxines et l'homéostasie. Aussi, il a une dernière fonction, c'est un grand acteur de la fonction hormonale. Alors, la première fonction hormonale, c'est plutôt la synthèse d'érythropoïétine. Donc, dès qu'il y a au niveau de la corticale et au niveau des glomérules, ils vont sentir qu'il y a une diminution de l'oxygénation tissulaire. Il y a un facteur qui s'appelle hypoxia inductible facteur qui va aller stimuler la formation d'érythropoïétine au niveau des cellules épithéliales des glomérules et qui vont servir à la formation la maturation des globules rouges et des souches, donc des souches hématopoïétiques. Pour la deuxième fonction, c'est la formation de vitamine D qui a un rôle très très important dans la formation des fibroblastes et son manque va donner naissance à de l'ostéoporose. Donc, élément très important à la minéralisation osseuse via l'hydroxylation par un alpha. Le système rénine-angiotensin, très intéressant. Dès qu'il y a une baisse de la pression artérielle, donc le rein va être stimulé. Donc, il y aura une synthèse de rénine. Cette rénine va aller transformer l'angiotensinogène synthétisé par le foie ou sécrété par le foie en angiotensine 1, qui est une hormone qui est très, très vasoconstrictrice. D'accord? Et cette angiotensine 1 en angiotensine 2, cette angiotensine 2, c'est l'hormone la plus vasoconstrictrice dans le corps humain. Donc, il va aller au niveau du système cardiovasculaire, il va provoquer une vasoconstriction aussi au niveau du rein, mais il va surtout stimuler la cortex, la surrénale pour synthétiser l'aldostérone qui a un rôle très très important dans la réabsorption hydrosotée, donc augmentation de la pression artérielle. Donc, en résumé du maintien de la pression artérielle via ces trois hormones qui ont des rôles différents afin de garder donc une bonne fonction, une bonne filtration glomérulaire, d'abord locale, intrinsèque et extrinsèque. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de ce cours. Si vous avez des questions à poser, des suggestions, je suis là à vos claviers, il n'y a aucun problème, vous m'écrivez, je serai très heureuse de vous répondre. Et bien, je vous souhaite une bonne journée, au prochain topo. Au revoir.